Chers élèves, bonjour. Toujours dans le cadre des leçons adressées aux élèves de première année, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle leçon. Et aujourd'hui, nous allons commencer ensemble l'étude du module Le dernier jour d'un condamné. Comme vous le savez tous, mes élèves, avant de commencer l'étude de n'importe quel module, il faut d'abord passer par l'étape des travaux encadrés. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. Commençons d'abord par l'incontournable biographie de l'auteur. Mais aujourd'hui, mes chers élèves, nous n'allons pas parler de n'importe quelle biographie, parce que nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quel auteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un géant, d'une figure emblématique de la littérature et des lettres françaises à travers les temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Victor Hugo. Victor Hugo, comme vous le savez tous, est un romancier, dramaturge, poète, homme politique, enfin, tout ce que vous voulez. C'est un écrivain français né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Bien sûr, les dates et les informations les plus importantes, je les ai surlignées comme vous pouvez le constater sur l'écran. Victor Hugo est l'un des plus grands écrivains français de tous les temps. Victor Hugo a marqué son siècle et non pas seulement son siècle, car même aujourd'hui, il continue encore d'occuper une place de premier ordre dans l'imagination des Français, dans leur mémoire. Il suffit, mes chers élèves, de vous dire que près de 2 millions de personnes ont assisté à ses funérailles après sa mort en 1885. Cette information à elle seule est suffisante, je crois, pour vous donner une idée sur l'importance que cet homme avait chez les Français et dans l'histoire de la France. Après cette très courte biographie de Victor Hugo, passons maintenant à ses œuvres. Bien sûr, il faut retenir une chose très importante, c'est que Victor Hugo était un écrivain prolifique. Cela veut dire quoi, un écrivain prolifique? Cela veut dire tout simplement que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup et énormément. Mais le problème avec Victor Hugo, c'est que il excellait dans tous les domaines. Ça veut dire, c'était un dramaturge qui écrivait d'excellentes pièces de théâtre. C'était un romancier qui écrivait des romans vraiment à succès. Et c'était aussi un poète et un maître de poésie. Je vais vous montrer un petit tableau récapitulatif que vous pouvez voir avec moi sur l'écran. Un petit tableau qui présente quelques œuvres seulement parce que vouloir énumérer toutes les œuvres de Victor Hugo et vouloir les citer, les présenter dans une même diapositive ou sur une même page, ce n'est pas pratique parce qu'il avait écrit beaucoup d'œuvres. Alors, pour le genre du roman, il a écrit plusieurs romans. Je vais vous citer trois seulement. Notre-Dame de Paris qui a été écrit en 1831. Les Misérables, son célèbre roman en 1862. Et les Travailleurs de la mer 1866. En ce qui concerne la poésie, alors là, il a vraiment beaucoup écrit. Je vous donne seulement trois exemples de recueils de poésie: Les Voix intérieures 1837, Les Contemplations 1856 et La légende des siècles 1859. Dans le théâtre aussi, Victor Hugo a beaucoup écrit: Cromwell 1827, Hernani 1830 et Le Roi s'amuse 1832. Passons maintenant au roman à thèse. Qu'est-ce que cela veut dire, un roman à thèse? Pour comprendre ce que cela veut dire, il faut d'abord s'intéresser à l'expression elle-même. En effet, elle est composée de deux parties très importantes, roman et thèse. Le roman, c'est un genre littéraire, ça veut dire c'est un genre comme la poésie, comme la nouvelle, comme le théâtre, etc. Et il y a le mot thèse qui signifie tout simplement une opinion, une cause qu'on essaie de défendre. Alors, on va essayer de donner une définition plus élaborée de ce qu'est le roman à thèse. Alors,
Comme vous pouvez le voir avec moi, le roman atteste tout simplement un genre littéraire où l'histoire racontée et les personnages mis en scène ne sont qu'un prétexte pour défendre une cause ou une opinion chère à l'auteur du roman. C'est le genre littéraire qui reflète le plus la pensée et les idées de l'écrivain. Ça veut dire que c'est un genre littéraire, ou plutôt c'est le genre littéraire le plus proche des pensées de l'écrivain. Souvent, il sert à dénoncer une injustice ou attirer l'attention du public sur un phénomène inquiétant du point de vue de l'auteur. À titre d'exemple, Le dernier jour d'un condamné, notre module qu'on est en train d'étudier, est un célèbre roman à thèse où Victor Hugo cherche à défendre une cause qu'il juge, juste. C'est quoi cette cause? C'est l'abolition de la peine de mort. Alors la thèse défendue peut varier, ça veut dire elle peut être de nature philosophique, idéologique, politique, religieuse ou autre. C'est un genre qui est très proche de la pensée de l'auteur et c'est l'héritier du conte philosophique qui était très en vogue euh, à l'époque des Lumières. Composition de l'œuvre. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse qui est subdivisé en 49 chapitres. La longueur des chapitres n'est pas identique, bien au contraire. Ainsi, on peut remarquer et constater qu'il y a des chapitres qui sont limités à un ou deux paragraphes, tandis que d'autres s'étalent sur plusieurs pages. Bien sûr aussi, les événements du dernier jour d'un condamné de ce roman se passent dans trois espaces majeurs. Premier espace, c'est Bicêtre. C'est à partir du premier chapitre jusqu'à la fin du chapitre 21. Le deuxième espace, c'est la conciergerie. C'est à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 47. Et finalement, il y a l'hôtel de ville. L'hôtel de ville concerne seulement les deux derniers chapitres, ça veut dire le chapitre 48 et le chapitre 49. Retenez, mes chers élèves, que les trois lieux cités dans ce roman, ça veut dire les trois principaux lieux, à savoir Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville, sont tous les trois des prisons. Ça veut dire Bicêtre, c'est une prison, la conciergerie, c'est une prison, et l'hôtel de ville est aussi une prison. L'hôtel de ville, c'est la prison finale par laquelle le narrateur doit transiter avant d'être exécuté sur la place de Grève à 4 heures. Quand on parle de la trame narratologique, ça veut dire la façon avec laquelle les événements qui composent le roman Le dernier jour d'un condamné sont rapportés et racontés, il y a quelque chose de très important sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. En effet, la narration ne suit pas un ordre chronologique strict. Il y a plusieurs retours en arrière ou ce qu'on appelle flashback. Par exemple, le procès, le ferrage des forçats, le souvenir de Peppa, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Eh bien, cela veut dire que quand on ouvre le roman, ça veut dire quand on ouvre le livre papier, on va trouver qu'il y a d'abord le chapitre 1, puis le chapitre 2, puis le chapitre 3, et ainsi de suite. Donc, on a tendance à croire que les événements qui sont racontés dans le chapitre 1 se sont passés avant ceux qui sont racontés dans le chapitre 2, et les événements racontés dans le deuxième chapitre se sont passés avant les événements racontés dans le chapitre 3, et ainsi de suite. Or, ce n'est pas toujours correct. Ce n'est pas toujours le cas en raison de ces fameux flashbacks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un exemple, par exemple, prenons le cas du chapitre 1, on va remarquer que le narrateur se trouve physiquement à Bicêtre. Mais
dans le chapitre 2, il procède à un retour en arrière, à un flashback, et il va se rappeler, il va raconter les événements de son procès, de son jugement. De ce fait, sur le livre, c'est vrai qu'il y a d'abord le chapitre 1 et le chapitre 2, mais l'ordre de la narration n'est pas strictement chronologique. Donc, les retours en arrière, parfois, perturbent cet ordre chronologique, cette trame narratologique du roman. Passons maintenant au personnage du roman. Le premier personnage, c'est le condamné. C'est le héros, c'est le personnage principal du roman Le dernier jour d'un condamné. Alors le condamné, c'est un homme, mais un homme anonyme, ça veut dire il n'a pas de nom. Il va rester anonyme tout au long de l'histoire. Comme on l'avait mentionné au début de cette vidéo, Le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à test. Ça veut dire, à travers ce roman, Victor Hugo ne cherche pas à raconter l'histoire d'une seule personne, d'un seul personnage, mais il essaie de défendre une cause, une thèse qu'il juge juste. De ce fait, les personnages n'ont pas une réelle importance, ils sont juste un prétexte pour défendre cette thèse. C'est pour cela que le lecteur ne dispose pas de beaucoup d'informations sur le condamné. À part quelques indices par-ci et quelques indices par-là, il n'y a pas vraiment de description détaillée du condamné, ni de faits suffisants sur, ça veut dire pas d'informations suffisantes sur le crime qu'il a commis et sur les circonstances de ce crime. Deuxième personnage, c'est Marie, c'est la fille du condamné. Elle a 3 ans, elle est belle, elle est petite, elle est rose, mais elle a oublié son papa, ça veut dire son père. Les gardes, bien sûr, le condamné se trouve dans une prison. Il y a plein de gardes autour de lui. Les forçats, ce sont les prisonniers qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Le frioche, c'est un condamné que le héros va rencontrer. C'est celui qui va prendre sa place à Bicêtre et c'est celui qui va être exécuté dans 6 semaines, alors que le héros, le personnage principal du roman, va être exécuté bientôt, ça veut dire dans quelques années. Il y a le bourreau, c'est celui qui est chargé de décapiter les condamnés, ça veut dire de les guillotiner. Il y a l'aumônier, c'est le prêtre de la prison. Et il y a aussi tout un tas d'autres personnages secondaires. Certains d'entre eux n'ont aucune importance dans la narration et le cours de l'histoire. Les registres littéraires de l'œuvre. Bien sûr, n'oublions pas qu'il s'agit d'un personnage condamné à mort. Donc l'obsession de la mort, l'idée de la mort, l'omniprésence de la mort, l'impuissance face à l'idée de la mort nous met en présence d'un registre tragique. Il y a aussi le pathétique, parce que c'est quelqu'un qui souffre énormément. Il y a le registre polémique, surtout quand le narrateur essaie de défendre l'idée qui prétend que les condamnés à mort qui vont être exécutés à la guillotine ne souffrent pas. Il y a le registre lyrique, lorsque le narrateur se rappelle ses moments de joie, son enfance, lorsqu'il revient sur ces moments-là avec beaucoup de tendresse.
Et il y a bien sûr le registre ironique qui est présent de temps à autre, surtout lorsque le narrateur essaie de se moquer de ses adversaires, ça veut dire les gens qui pensent que la peine de mort est une bonne chose. Voilà. Voilà mes chers élèves, ainsi on touche à la fin de notre vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.